Voilà. Comme ça, parfait. Voilà, parfait. Allez, il est 21h pile, chers collègues, nous commençons exactement à l'heure pour la seconde audition de la journée qui a lieu exceptionnellement en soirée. Nous recevons Monsieur Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E. Leclerc, accompagné de Madame Marie de Lamberterie du comité stratégique E. Leclerc et de Monsieur Alexandre Tuaillon, membre également du comité stratégique E. Leclerc. Dans la préparation de cette commission d'enquête est venu très rapidement et très spontanément dans plusieurs groupes politiques le souhait d'auditionner les principaux acteurs de la grande distribution et donc bien sûr l'entité E. Leclerc. Nous allons pouvoir vous poser un certain nombre de questions. Vous avez également tous suivi les récents débats autour de la crise agricole où votre nom est revenu dans de nombreuses déclarations émanant à la fois des autorités officielles publiques, également des représentants agricoles ou des agriculteurs sur le terrain. Donc nous aurons l'occasion de parler de tout ça. Je dois vous rappeler à tous les trois que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous demanderai à tous les trois de bien vouloir lever la main droite et dire « je le jure ». Très bien, merci beaucoup. Monsieur Michel-Édouard Leclerc, je vous donne la parole pour un propos introductif de 15 minutes maximum. Eh bien, mesdames et messieurs, j'imagine des députés, rapporteurs et qui que vous soyez. Donc, j'anime le comité stratégique des centres Leclerc. Les centres Leclerc, c'est d'abord une association de personnes physiques, hommes et femmes. Je vais utiliser le mot adhérent pour décrire chacun des participants, au féminin comme au masculin. C'est une association qui a été créée par mes parents. On dit Édouard Leclerc, mais sans ma mère, il n'y aurait pas eu les centres Leclerc. Hélène et Édouard Leclerc. C'est une association qui regroupe des chefs d'entreprise qui, avant d'exercer ce métier de chef d'entreprise, s'engagent par contrat à respecter un certain nombre de points. Le premier, c'est évidemment, quand ils vont exercer leur métier de commerçant, c'est d'essayer d'être le moins cher possible sur leur zone de chalandise, mais faire en sorte aussi que l'enseigne au niveau national respecte cet objectif consumériste. C'est un objectif qui a été éminemment souhaité par mon père quand il a créé les centres Leclerc dans l'économie d'après-guerre. Il y avait beaucoup de marges, beaucoup d'intermédiaires, les prix étaient très élevés. Il en a fait véritablement un objectif lié à son nom. Les hommes et les femmes qui vont exploiter ces entreprises doivent s'engager aussi à s'organiser en mode coopérative de moyens. Ce n'est pas une coopérative de consommation comme l'étaient à l'époque les COP ou comme le sont les COP suisses ou CONAD ou COP Italia. Souvent, ils viennent du salariat. À l'époque de mes parents, ils étaient boulangers, ils étaient pâtissiers, ils étaient anciens commerçants. On est à la 3e génération. Le principe, c'est que sans apport initial, mais en passant dans les différents stades de responsabilité en magasin, ils se fassent repérer, ils deviennent responsables, ils se font cautionner, parrainer pour créer leur propre entreprise. Ils sont aujourd'hui à peu près, Marie, 550 adhérents, adhérentes. Et ils doivent, puisqu'ils ont accédé à la propriété de leur entreprise, à la possibilité d'exploiter cette enseigne, ils doivent faire de même avec leurs salariés ou quelquefois avec les enfants qui reprendront leur entreprise. Et ils suivent le même cursus, le même modèle. À ce titre, les centres Leclerc sont une école de chefs d'entreprise. C'est une école une école de terrain, mais qui aujourd'hui, bien sûr, se nourrit de la connaissance d'une nouvelle génération d'adhérents passés par les écoles de commerce. Je suis moi-même président de l'école de Neoma, qui regroupe aussi l'ECAL, qui a fourni beaucoup de cadres à Système U, Carrefour, Intermarché. Ils s'engagent à participer activement à la coopérative. La coopérative n'est pas simplement à leur service, ils sont la coopérative.
et en général sur des mandats, sur des missions de 4 ans. Il s'occupe d'un groupe de travail produit ou d'un service logistique, informatique, ce qui est une manière aussi pour eux de grandir dans la connaissance de ces métiers. La structure sont donc une association et c'est un groupement coopératif, le GALEC, groupement d'achat Leclerc, improprement appelé groupement d'achat, puisque ce sont les magasins qui finalement sont les opérateurs. On a gardé les terminologies historiques et évidemment il y a un certain nombre d'outils qui ont été créés, qui ne sont pas tous de statut coopératif, mais qui sont vécus, qui sont dirigés en mode coopératif, quelquefois comme les abattoirs de Kerméné, la société de Kerméné, c'est des sociétés anonymes qui ont été rachetées, on a gardé le statut juridique, mais ce sont bien des propriétaires de magasins, des adhérents qui s'occupent de ces outils. Aujourd'hui, donc, ils exploitent 754 magasins, principalement des petits hyper ou des hyper à taille humaine. Il y a 758 drive. C'est Auchan, c'est une filiale d'Auchan qui avait importé la formule du drive en France. Mais ce sont les centres Leclerc qui ont développé cette formule. Ils ont aussi des points relais dans des quartiers, en mode urbain. Ils ont 2540 magasins spécialisés. Nous sommes... Alors ici, on va parler beaucoup d'alimentaire, mais nous avons ouvert ce combat pour l'accessibilité, par les prix, pour la défense du pouvoir d'achat, dans le domaine de la parapharmacie, dans le domaine des espaces culturels, dans la location de voitures. Je pense qu'on est devenu le premier loueur de voitures en France. On est le 3e libraire, on est peut-être le premier voyagiste aujourd'hui. Et donc cette activité génère un chiffre d'affaires TTC de 48,6 milliards hors carburant, mais on est aussi le 2e acheteur et distributeur de carburant en France. On a cette activité d'ailleurs avec les collègues de Système U, puisque vous allez recevoir Dominique Schulcher demain, je crois. Et ce qui va être autant à décarboner d'ailleurs demain, comme quoi le combat d'un jour peut devenir celui qu'il faudra défaire le lendemain. Aujourd'hui, à peu près une vingtaine de millions de foyers font leurs courses dans les centres Leclerc, 15,7 millions de porteurs de cartes, un site, une application qui est parmi les plus visitées, preuve que l'avenir n'est pas que à Amazon et que le commerce français a une belle réactivité, notamment le commerce indépendant. On aurait pu croire d'ailleurs que ce soit le commerce intégré qui relève ce défi le premier. Mais aujourd'hui, Leclerc est une des enseignes qui, je pense, c'est la 2e ou 3e site en France visité. Nous avons fait des choix, des positionnements que nous défendons face au hard discount qui nous a quand même bien réveillés à une époque. Nous avons élargi énormément les assortiments. Alors, on a parlé de non-alimentaire, mais même dans l'alimentaire, par rapport à un assortiment moyen dans un hypermarché concurrent de 17 000 références dans un hyper. Chez Leclerc, il y en a 22 000. Nous cherchons le choix, la diversité des différents positionnements marketing. Aujourd'hui, c'est 166 000 collaborateurs qui travaillent sous l'enseigne Leclerc, alors dans de multiples sociétés. Et nous recrutons. Nous avons recruté depuis 10 ans près de 3000 personnes par an. Et là, dernièrement, lors de l'organisation d'une grande rencontre, 53 000 candidats en une journée ont postulé. Beaucoup venaient de la concurrence, ce qui nous fait penser que même dispersés, même avec des centres de décision sociaux très épars, l'image de l'entreprise n'est pas si mauvaise. C'est 2800 bouchers, 2200 boulangers, 1700 pâtissiers, 1600 poissonniers, 2300 traiteurs avec des plans de formation, en alternance. Mais c'est aussi 535 libraires. Il faut retenir ça pour... Il y a 80 ans au département américain. Ouais. Reprenez, monsieur. Pas de problème. Attendez, Normandie et Bretagne, ne confondez pas. Même vu d'Alsace, mon ami, ne faites pas cette erreur. Attention. Voilà. Donc, nous sommes une enseigne multicanal, ce qui, pour des indépendants, est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'à la fois, le navire amiral reste l'hypermarché, mais en même temps, il y a les drives, le site Internet.
Voilà. Et alors par rapport au débat, on vous a beaucoup regardé de manière un peu découpée, mais quand même, vous avez beaucoup travaillé et donc nous avons honoré votre travail en écoutant aussi les autres distributeurs, les industriels. Je voudrais juste préciser ceci, c'est une forme de credo. D'abord, Leclerc n'a jamais été contre Egalim. Nous avons polémiqué sur des points d'Egalim, mais nous n'avons jamais été... nous ne sommes pas contre Egalim par principe, et évidemment, nous sommes pour que les agriculteurs vivent de leur métier et le mieux possible. Dans Egalim, nous avons dénoncé des sortes d'incohérences ou des choses qui n'avaient rien à voir, à mon avis ou à notre avis, avec le revenu agricole ou la perspective agricole, et on pourra revenir dessus. Pour faire très court, je ne crois pas au partage de la valeur. Je ne sais pas ce qu'on veut dire par là. Et d'ailleurs, si on vous posait la question de quelle valeur vous-même vous vous accordez et vous voulez partager, je pense que ça vous poserait problème. Donc c'est une sémantique qui ne nous parle pas, qui ne parle pas à nos adhérents. Nous pensons qu'il y a plusieurs types d'agriculture. Enfin, nous sommes sûrs qu'il y a plusieurs types d'agriculture. C'est un peu comme le monde du commerce. Il y a un commerce de centre-ville, il y a un commerce périphérique, il y a des plateformes commerciales. Et donc, nous avons un doute sur l'idée de tout fourguer dans une loi pour essayer de résoudre les problèmes de l'agriculture. Je ne suis pas un ultralibéral. Je pense que la loi doit cadrer les choses, mais je ne pense pas qu'on puisse tout mettre dans une loi. Et notamment, une loi ne fixera jamais un prix. Hein, en tout cas, ne fixera pas un prix très loin du marché, sinon la loi sera désuète assez rapidement. Alors, le droit de la concurrence en France autorise déjà des prix planchers, des prix de crise, des prix minimums. Donc, toutes ces polémiques un petit peu sur... je pense qu'il y a beaucoup de confusion entre la gestion de crise qui peut nécessiter une intervention publique et voire des prix planchers à condition de les argumenter. Mais l'idée de mettre des prix minimums dans des professions sur des marchés ouverts et surtout des marchés qui sont ouverts au minimum au niveau européen, ça a quelque chose d'assez incongru. Nous sommes... et puis un prix ne fait pas une rémunération s'il n'y a pas une vente. Donc ça, c'est une évidence, mais c'est une évidence qu'il faut rappeler, parce qu'on parle beaucoup de prix, mais s'il n'y a pas d'acte commercial, et il n'y a pas de vente, il n'y a pas de consommateur, et donc on vend du vent. Hein. Donc c'est pour moi très important d'associer la fonction commerciale, de regarder la fonction commerciale comme partenaire de la filière intégralement, comme créatrice de sa propre valeur, si jamais on parle de valeur, et parce que sans le débouché, le prix ne ramène pas une rémunération. Par rapport à ce qu'ont dit précédemment Thierry Cotillard, Michel Biraud, etc., nous sommes à peu près d'accord, après il y a la forme, sur l'idée qu'un agriculteur, un producteur doit pouvoir connaître son prix, son contrat, d'avoir un premier contrat qui soit la base de la chaîne de décision. Donc là-dessus... il n'y a pas de discussion de notre part. Enfin, on peut discuter juridiquement mais du détail, mais nous sommes pour. Nous pensons que plutôt que de transparence, ce que moi-même j'ai utilisé un peu moralement comme terme, je pense que ce qui est important, c'est lorsqu'il s'agit d'un marché de vente après transformation ou un marché de la revente, il est important, je pense, que celui qui achète ou rachète puisse connaître de toute façon la part qui revient, la part de matière agricole et la part sur laquelle va être imposé un certain nombre de mécanismes comme des indicateurs de révision de prix, etc. Il faut bien définir ce sur quoi on parle, ce de quoi on parle, pardon, je ne parle pas bien français. Et donc, nous sommes tout à fait pour des clauses de révision automatique de prix à partir du moment où on sait sur quoi il s'applique. Nous sommes pour une loi Egalim qui s'appliquerait... on trouve que c'est un procès assez dingue d'aller chercher les cas marginaux auxquels éventuellement il ne s'appliquerait pas, alors qu'une grande partie des filières en ont été exonérées ou s'en sont exonérées, que les grossistes ne l'appliquent pas, et voire des pans entiers de l'économie, comme la restauration
voire l'exportation. Donc je vous rappelle quand même que dans le cadre actuel, que je ne conteste pas, que nous ne contestons pas, nous achetons à Erta le port espagnol au prix du port breton, ce qui, pour un breton, est quand même quelque chose d'assez outrancier. Donc, donc il faut affiner cela, mais donc nous ne sommes pas contre ce type de dispositif. Mais avant de venir chercher les distributeurs dans leur expression européenne, expression internationale, je vous rappelle que les producteurs de légumes, les viticulteurs, les éleveurs bovins, les céréaliers, je crois les vignerons non plus, n'appliquent pas cette loi. Donc nous sommes tous frères, mais c'est encore mieux quand on le démontre, quand on l'applique. Voilà, je vous ai dit que comme ça, en une minute, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous sommes bien intentionnés, que nous sommes volontaristes. Je me sens breton. Je me sens breton, mais je me sens français. Je suis un bon patriote. Les centres Leclerc sont des gens de terroir, un peu comme leurs collègues de Système U, d'Intermarché et de beaucoup de commerçants indépendants. Nous sommes les ambassadeurs de nos terroirs, donc filles des procès en anti-patriotisme dans les comportements, que les uns et les autres on fasse des erreurs, que des cas soient cités, regardons les généralités. Aujourd'hui, les centres Leclerc, de par la taille de leur marché, leur place sur le marché, sont, à mon sens, le premier débouché des produits français. On a largement démontré notre agilité et notre activisme pendant la crise du Covid. Nous étions présents, nous sommes présents, nous sommes prêts à nous améliorer, mais avant que de dire le droit, soyons associés à cette démarche. Je vous rappelle que nous avions été écartés, Leclerc particulièrement, d'un certain nombre de dispositifs d'Egalim et après les États généraux de l'alimentation. Donc on peut réparer les choses, nous sommes volontaires.